toutes ces notions, tout ce que nous a dit Jonathan. Alors, il vous a beaucoup parlé de la marque. Alors moi, la marque, c'est mon métier, mais je ne vais pas vous en parler ce soir parce que bon, il en a tellement bien parlé. On va commencer par se parler de dissidence. Donc moi, je suis la cofondatrice de Dissidencia. On est un cabinet conseil en stratégie de marque et on est deux associés. Moi, je m'occupe de la partie stratégie et puis mon associé en direction de création. La dissidence, en fait, aujourd'hui, on va la regarder d'un point de vue assez entrepreneurial. Et en fait, je vais vous partager un peu mon parcours d'entrepreneur qui peut être considéré comme un tout petit peu dissident. Alors, on n'a pas testé, je vais le faire par là-bas. Hop là. Si je vous demande quelle est la figure de l'entrepreneuriat en France, plusieurs d'entre vous pourraient nous parler de Marc Simoncini. Donc bon, là, il n'est pas très à son avantage sur cette photo. Donc Marc Simoncini, il a créé Mythique. Ensuite, il a créé une marque de lunettes qui s'appelle Sensei. Après, il est sur Angel, le projet du vélo électrique. En fait, vraiment, c'est un serial entrepreneur qui a des succès, qui des fois se trompe, des fois refait. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a cette posture de puissance, de pouvoir, et qui fait des choses et qui avance, et qui, des fois, voilà, y arrive, et des fois, s'y reprend. Mais en tout cas, voilà, donc là, je vous ai mis forcément une photo d'une des campagnes qu'il a fait quand il a lancé Sensei. En gros, il s'est mis en scène comme si, en fait, ses concurrents lui avaient tapé dessus, parce qu'en fait, il avait tellement disrupté le marché, il était tellement dissident sur le marché qu'il allait faire du mal. Alors, moi, je suis un peu tout l'opposé de Marc Simoncini. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai entrepris, non pas parce que j'étais destinée à ça, je me suis jamais dit que j'étais faite pour entreprendre. C'est venu en fait assez naturellement. Il y avait quelques signes avant-coureurs. Alors, les premiers signes, c'est que je changeais de boîte, alors pas 26 en 3 ans, mais je changeais de boîte tous les 3 ans. Donc, au bout d'un moment, on se dit, bon, si je change de boîte tous les 3 ans, c'est qu'il y a peut-être un truc. Et puis, le deuxième truc, c'est que dans ma famille, au repas de Noël, on a tous des trucs un peu différents. Donc ça peut être pour certains les batailles autour de la politique, c'est super sympa. Moi, c'était autour de l'entrepreneuriat parce que ma famille, ils sont tous à leur compte. Et en fait, ils ne comprenaient pas, ils me disaient « Mais Aurélie, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, lance-toi ». Et en fait, moi, je répondais, je disais « Non, c'est pas pour moi, je suis bien comme ça, laissez-moi faire mon petit chemin ». Du coup, je vais vous faire une petite analogie. Alors, je ne suis pas championne de saut en hauteur, je fais 1m60, donc c'est pas trop ma discipline. Mais en fait, ça, c'est une théorie, moi, qui m'a vraiment éclairée sur mon parcours. Et du coup, voilà, vous le savez, c'est le saut Mexico 1968, Fosbury. Donc, on est sur les Jeux Olympiques. Et en fait, pour la première fois, il fait un geste qu'aucun athlète n'a fait avant lui. C'est-à-dire qu'il fait ce qui s'appelle un rouleau ventral inversé. Et en fait, pendant qu'il fait ça, tout le public, donc on est quand même Jeux Olympiques, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup plus que ce soir, et bien tout le public se met à rire. Mais vraiment à rire, quoi, c'est-à-dire se moque de lui. Il passe un premier tour, il commence à en passer un deuxième, et puis ensuite, il y a les autres athlètes qui commencent à lever un peu la main en disant « c'est pas normal, est-ce que c'est vraiment dans les règles? Est-ce qu'il a le droit de faire ça ?» Et puis, in fine, et en fait, il a gagné. Il était le champion aux Jeux Olympiques cette année 1968. Ce que ça nous apprend, et je vous l'expliquerai après aussi à l'aune de mon parcours à moi, ce que ça nous apprend, c'est qu'en fait, dans toute théorie de l'évolution, et là ça marche qu'on soit sur de l'évolution globale ou de l'évolution personnelle, en fait il y a 3 stades. Le premier stade, c'est de dire c'est ridicule, vraiment c'est ridicule. Le deuxième stade, c'est de dire c'est dangereux. Et le troisième stade, c'est de dire que ça devient une évidence. Et en fait, ce que ça nous apprend, c'est de dire qu'en fait, vous pouvez l'appliquer à plein de choses. Par exemple, on parle du télétravail. Le télétravail, il y a 30 ans dans les boîtes, c'était juste ridicule, impensable. On n'avait pas les outils, c'était pas du tout dans les mœurs, donc c'était juste même pas à considérer. Ensuite, et là on est un peu à la balance, c'est devenu dangereux. Mais ouais, mais ils vont être loin du bureau. Ça se trouve, ils vont en profiter pour mater la téloche. Ou ça se trouve, ils vont se détacher de l'esprit d'entreprise. Donc ça peut pas fonctionner. Et puis finalement, là, on est à l'époque où ça commence à devenir une évidence dans certaines structures, dans certaines entreprises. Vous voyez, on peut l'appliquer à plein d'autres choses. Un autre exemple, le droit de vote pour les femmes. Donc au début, c'était ridicule. Hein. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'elles veulent voter? Puis après, c'est dangereux. Mais mince, qui est-ce qui va s'occuper des gosses? Voilà, je caricature un tout petit peu. Tout le monde ne pense pas ça. Et j'espère que ce soir, vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que ça devient une évidence. J'espère. Et bien en fait, à ma toute petite échelle d'entrepreneur, donc j'ai 8 ans d'expérience d'entrepreneur, en fait, ça a été ça exactement mon cheminement mental. C'était de dire,
par exemple, à mon frère et à mon père qui me disaient tout le temps, mais vas-y, reste pas salarié, tu vas voir, tu vas pouvoir faire des super trucs. Je disais, non, mais c'est ridicule, c'est pas pour moi. Voilà, j'ai pas envie de ça. Ensuite, c'est de dire, c'est dangereux. Bah attends, j'ai quand même 2 enfants. Voilà, il faut quand même qu'on assure, ça peut faire flipper. Et si, et si, et si, et si, bah finalement, ça marche bien. Et puis maintenant, ça devient comme une évidence. Mais c'est une construction qui se fait en fait au fur et à mesure. Et c'est en ça que je vous dis que je suis très différente de d'autres entrepreneurs qui ont une vision, qui en fait très instinctivement se lancent. Moi, ça a été plus une construction. Et du coup, c'est dire qu'en fait, la dissidence, c'est-à-dire qu'on a chacun une marque de fabrique. Pour nous, on dit souvent dans notre métier que les marques sont des personnalités, que les personnes sont des marques. Donc en fait, il ne faut pas essayer de trouver un schéma préétabli et il faut faire son chemin, son parcours, et selon sa personnalité, selon son vécu, selon voilà, ses envies. Et ces envies, en fait, elles dépendent beaucoup de l'image qu'on a de soi. En fait, vous savez que là, ce que je suis en train de faire ce soir, c'est le truc le plus terrible du monde. J'ai jamais pris la parole devant un public. Et en fait, vous savez que dans une étude aux États-Unis, en fait, on a demandé à des personnes, c'est quoi votre plus grande peur dans la vie, quoi. C'est quoi ce qui vous fait vraiment flipper. Et ce qui ressort en premier, c'est de prendre la parole en public. C'est-à-dire que ça ressort avant mourir. Donc là, en fait, ce que je vis, c'est pire que de mourir devant vous, quoi. Donc, merci beaucoup. Alors, forcément, je bosse dans le marketing, donc je vais me servir d'une référence de marque. Donc, on a une image de soi, on a une confiance en soi à construire. Là, c'est l'exemple d'une marque Dove. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce dispositif qui est assez incroyable. Ça date de quelques années. En fait, ils ont demandé à 2 femmes de faire connaissance pendant un moment. Voilà, donc elles étaient toutes les deux, elles se parlaient. Et puis après, ils ont fait rentrer une femme dans une pièce. Et puis en fait, de l'autre côté du rideau, il y avait un portraitiste de la police scientifique de Californie, de San Jose. Et en fait, ils ont demandé à la femme de se décrire. Donc la femme se décrit, voilà, j'ai le visage plutôt ovale, mes cheveux sont comme ça, etc. etc., etc. Et puis, dans un temps 2, elle repart, et puis en fait, le portraitiste, il fait rentrer la deuxième personne, donc celle qui a appris à connaître celle qui s'est décrit. Et en fait, il dit à cette personne, bah, tiens, t'as passé 1 heure avec quelqu'un, est-ce que tu peux me la décrire? Et en fait, le résultat, il est édifiant, vous allez voir. À gauche de l'image, vous avez la manière dont la personne se décrit, et à droite, vous avez la manière dont les autres vous décrivent, dont les autres l'ont décrit, dont l'autre personne l'a décrit. Donc ça apprend qu'en fait, on a toujours une image de soi qui peut avoir un prisme un peu compliqué, on peut être plus dur envers soi. C'est vrai qu'on entend souvent parler des stimuli en fait négatifs autour de nous, mais en fait, peut-être que le plus négatif, il est aussi en nous. Et en fait, il faut arriver à prendre ce recul pour se regarder avec plus de bienveillance. Et on demande toujours dans la société aux gens d'être bienveillants. Et en fait, la question, c'est si on commençait par être bienveillant envers soi-même. Donc voilà, forcément, j'utilise des exemples marketing, mais c'est des exemples qui me parlent. Donc entreprendre, c'est quoi? En fait, moi, j'expliquerai mon parcours plutôt je commencerai par dire que j'ai eu un esprit d'entrepreneur, un esprit d'entreprendre avant d'être même entrepreneur. Et ça, en fait, ça vient en vous assez rapidement. C'est tout bête, en fait, j'ai créé ma boîte, une partie de ma carrière, je la dois parce que quand j'ai été étudiante, je faisais mes études à Bordeaux, en DUT, et en fait, il n'y avait pas de prof d'allemand. Et moi, je faisais allemand. Et donc là, du coup, pas de prof d'allemand, c'était cool, quoi, on avait moins de cours, c'était sympa. Sauf qu'au lieu de me dire, bah tiens, je vais en profiter pour faire la grasse mat ou pour faire d'autres choses, en fait, je suis allée chercher du taf et je suis allée chercher un stage en agence. Donc c'était pas du tout traditionnel parce qu'on était au milieu des cours, on n'était pas dans des fenêtres de stage qui étaient identifiées. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment ouvert sa porte, qui m'a appris son métier, et puis qui après m'en a ouvert une petite porte aussi en disant, bah tiens, à Lyon, tu trouveras un stage là, va le voir. Puis après, quand j'ai fait ce stage-là, j'ai accompagné un client qui m'a ensuite recruté. Et en fait, c'est juste de dire tout ça a commencé juste parce que je me suis dit, bah, plutôt que de rester tranquille, peinard chez moi parce que j'ai pas de l'allemand, et ben je vais aller bosser, puis je vais aller me lancer et je vais tenter des choses. Donc voilà, c'est de dire en fait l'esprit d'entreprendre, chacun là à son niveau. C'est à faire preuve aussi un peu des fois d'un peu d'audace. Alors c'est pas hyper audacieux d'aller faire un stage pendant qu'on n'a pas des cours d'allemand, mais en tout cas voilà, c'est de se lancer et c'est d'avancer comme on veut en fonction voilà, de ce qu'on a envie de faire et voilà. Je voulais partager. Je crois que je suis allée très très vite dans mon speech, donc Walid il va être content, j'ai regagné du temps. Donc
voilà à peu près ce que j'avais envie de vous partager ce soir, ce que j'avais préparé. L'idée, c'est aussi de se dire, bah, en fait, là, dans cette image, j'ai voulu représenter les petites impulsions. En fait, elles sont tout autour de nous, elles sont en nous. Et en fait, il ne faut pas hésiter à les attraper, à les prendre au vol et à les suivre, voilà, pour suivre un peu son parcours tel qu'on souhaite le faire.